La construction, c'est pas mal, c'est bon, mais les clients se plaignent parce qu'il fait très, 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 très chaud. Il n'y a pas d'arbres. Quand on était au centre artisanal là-bas, il y avait des arbres. Les clients pouvaient toutefois se regrouper, prendre une pause sous les arbres. Les arbres qu'ils nous ont promis. Depuis 3 mois, voire 4 mois qu'ils nous ont relogés, on ne voit rien depuis. Donc, c'est notre souci actuellement. Le nombre de touristes aussi approximativement a augmenté. Avec tous les efforts que le chef d'État est en train de faire en matière de tourisme, nous constatons maintenant que beaucoup de gens ils viennent dans le pays pour visiter. Surtout avec les monuments qui ont été faits et puis le retour de nos œuvres au Bénin. Tout ça, c'est des sources d'attraction pour le Bénin aujourd'hui sur le plan international. Donc on reçoit des clients, surtout les Caraïbéens, les Antillais. C'est des gens qui viennent beaucoup maintenant à la source. C'est une très bonne chose. On remercie grandement les autorités qui ont eu cette pensée. C'est vrai, on veut rester ici de façon transitoire. D'ici à là, quand on va reconstruire notre ancienne maison, nous allons repartir là-bas. Le cadre est bien parce que là aussi, on est toujours au centre-ville. Et comme c'est provisoire, bon, ça va. Sur le plan architecture, quand on est dans les rues, il y a une belle vue sur la construction, ça va. Et puis il y a des curieux, des touristes, tout. Ça va, hein, c'est bien, l'emplacement, ça va. Ça nous convient. Il faut qu'ils nous plantent des arbustes en fait, pour donner de l'ombre. Et s'ils peuvent aussi installer des jets d'eau, pourquoi pas? Parce que quand il fait très chaud, on a besoin d'eau pour nous humidifier. Donc peut-être 2 ou 3 jets d'eau, on ne dira pas non. Ça va attirer aussi plus les touristes. Aujourd'hui, nos clients potentiels, c'est beaucoup plus les touristes. Nous voulons changer les données afin que désormais, que les Béninois s'intéressent à ça et qu'ils viennent acheter et facilement, les trucs vont changer. Ça va participer indirectement au développement du pays. Et ça va répondre aussi aux aspirations du chef de l'État parce qu'il se bat beaucoup pour le tourisme. Il faudrait que la population locale, la population interne aussi l'accompagne et ses ambitions seront facilement atteinte. Tout le monde a la même chose, du premier numéro 1 jusqu'à la fin. Il y a plus de 100 boutiques. C'est presque pareil. On essaie. Bon, moi, personnellement, j'essaie de sortir de ce lot de copier-coller. Au Bénin, il n'y a que ça, copier-coller. Quand l'autre fait, les autres sont là pour copier. C'est tout. Au lieu de travailler leur intelligence, faire des recherches, et faire autre chose, là, ils ne le font pas. Et je n'arrive pas à comprendre. Or, dans l'autre maison, on n'était pas exposé de la sorte. Donc ça allait. Là, maintenant, on est comme dans un internat. Et c'est du copier-coller. C'est ça qui est triste. Même les touristes en parlent. Les touristes disent, ouais, on a pareil. Partout, c'est pareil. C'est ça. Il n'y a rien à proposer, hein. Que chacun se débrouille à ravitailler son kiosque, c'est tout. Essayer de faire ses propres créations. Voilà. Nous, en tant que structure qui également s'occupe de la richesse du pays, nous sommes une institution économique et sociale. Pour de temps en temps avoir des questions à débattre également, de pouvoir nous enquérir un peu de comment les choses se passent. C'est des relations, disons, normales entre 2 institutions qui s'occupent du social, de l'économique et également du culturel. J'ai été nommé ambassadeur du Bénin près du Niger depuis le 14 juin. Et je pense qu'il était de bon ton que je fasse une visite au président du CES, le président Gbéan, pour recevoir aussi bien des conseils, mais aussi son approche sur les réalités aujourd'hui au Niger. Les conseils qu'il m'a prodigués seront très utiles pour ma mission dans cette réalité difficile aujourd'hui dans la sous-région.
Combien d'entreprises avons-nous au Bénin? Combien sont-elles en formel ou en informel? Comment sont-elles réparties sur le territoire national, suivant la taille et les branches d'activité? Quelle est la situation de l'emploi dans le secteur privé au Bénin? Quelle est la place de la femme dans l'entrepreneuriat au Bénin? À cette étape, je peux affirmer sans risque de me tromper que le processus est bien conduit et je n'ai pas de doute que le cap sera maintenu jusqu'à la fin. Au regard du parcours de chacun de vous, de vos qualités professionnelles, j'ai la conviction que vous exercerez vos fonctions avec compétence, clairvoyance et abnégation pour permettre à notre pays de disposer de statistiques fiables et actualisées sur le secteur privé. Cette initiative puise ses principes dans les activités génératrices de revenus qui sont cruciales pour l'autonomisation des filles en cours ou fraîchement diplômées. Ainsi, les filles seront-elles capables de gagner leur vie et participer au processus de prise de décision et d'avoir un plus grand contrôle sur leur vie. L'ICESCO apporte à notre pays, via ce projet, un appui technique et matériel d'un montant global de $13 000 US dans le but de l'atteinte de la cible 4.4 de l'ODD 4 qui appelle les pays à augmenter considérablement le nombre de jeunes et d'adultes disposant de compétences, notamment techniques et professionnelles. L'autonomisation économique des femmes est la voie la plus sûre vers l'égalité des sexes. Trop de diplômes ne servent plus à grand-chose. Aujourd'hui, on veut inverser la tendance et vous avez choisi une filière d'avenir. Parmi les 5 besoins fondamentaux de l'homme, il y a ce vertige. Vous êtes la main-d'œuvre et on veut vous former à un niveau où vous allez satisfaire la population pour ce qui concerne l'habillement. Les 2 délégations s'engagent à ne ménager aucun effort pour mettre en œuvre les orientations fixées par les autorités des 2 pays. De nouvelles orientations pour renforcer la coopération douanière entre le Bénin et le Nigeria. La levée des barrières et autres obstacles au commerce licite et l'implantation d'unités douanières lorsque le trafic le justifie. Le strict respect des règles relatives au transit, l'harmonisation de la liste des produits prohibés par les 2 pays, le renforcement de la lutte contre la criminalité transfrontalière par la coopération, le partage de renseignements et la mutualisation des moyens, la promotion de bonnes relations avec les populations transfrontalières, du professionnalisme et du civisme fiscal. Depuis 1970 que nous sommes engagés dans cette relation avec le Nigeria, c'est le secteur informel qui commande ces relations. Et sur le secteur informel, il y a beaucoup de doutes. Et le plus grand problème que ça pose à l'État, c'est comment tirer profit de ce secteur informel. C'est dans ce cadre-là que se font les rencontres actuelles avec les autorités nigérianes et les nôtres. Nous avons de solides relations commerciales et qui ont besoin d'être renforcées aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte de réforme au niveau des 2 pays. Les administrations veulent se moderniser. Les plus hautes autorités de nos 2 États sont engagées à ce que les relations s'améliorent et que nous puissions lever toutes les barrières. Cela va forcément impacter beaucoup de secteurs, les secteurs qui sont touchés par ces échanges-là. À long terme, il faut dire que l'économie béninoise va se consolider davantage, renforcer sa croissance et ses perspectives, parce que le Nigeria, c'est un grand marché. Lorsqu'on parle d'économie, on parle donc de marché. Et donc, il n'y a pas vraiment à ne pas travailler à gagner ce marché-là, qui, du reste, dépasse de loin le marché sous-régional. Tous les 8 pays de l'UEMOA, le Nigeria, vraiment, dépasse largement dans ce marché. Et puis, il y a une habitude, je peux dire, hein, les Béninois sont vraiment très proches donc, du Nigeria. Il faut que le Nigeria et le Bénin travaillent sur
Si je vends de l'ananas au Nigeria, si j'achète en contrepartie d'autres produits nigériens, comment va se faire le paiement? Il faut qu'on règle ça. Il faut qu'on soit très franc pour dire nous avons tel problème. Il faut que les banques commerciales du Bénin discutent avec la Banque centrale du Niger d'un taux fixe qui va garantir la sécurité du paiement pour tous ceux qui entrent dans cette transaction-là. La plus grande difficulté des échanges entre ces États de la CEDEAO, c'est la question monétaire. L'ultimatum de la CEDEAO ayant expiré ce lundi, la junte au pouvoir au Niger a annoncé la fermeture de l'espace aérien face à la menace d'intervention du bloc de l'Ouest. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a mis en garde contre toute ingérence étrangère sur le territoire nigérien. Les informations concordantes actuellement en sa possession indiquent que des forces d'une puissance étrangère s'apprêtent à agresser le Niger et son peuple, en coordination avec la CEDEAO et des groupes armés terroristes. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie met en garde la CEDEAO à la solde de cette puissance étrangère contre toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger. Dans cette même allocution télévisée, le porte-parole de la junte, le colonel-major Amadou Abdraman, a lancé un appel au peuple du Niger afin qu'il s'engage à se battre pour leur pays. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie lance un vibrant appel à la jeunesse, aux dignes filles et fils de notre pays pour qu'ils se tiennent prêts pour la défense de la patrie. Vive le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, vive le peuple nigérien digne et souverain, vive le Niger indépendant. Alors que ce lundi marque le début d'une semaine décisive, l'armée malienne a annoncé l'envoi à Niamey par le Mali et le Burkina Faso d'une délégation conjointe en solidarité avec le Niger. Les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest vont se réunir jeudi pour évoquer la situation au Niger après l'expiration de leur ultimatum exigeant le retour à l'ordre constitutionnel. Selon le communiqué de la CEDEAO publié ce lundi, le sommet aura lieu à Abuja, la capitale du Nigeria, dirigé par Bola Tinubu, le président en exercice de l'organisation régionale. Lors de leur précédente rencontre le 30 juillet dernier, les dirigeants ouest-africains avaient donné un ultimatum d'une semaine à la junte au pouvoir au Niger, sous peine d'une intervention armée. Mais à l'issue de cet ultimatum qui s'est achevé dimanche soir, aucun déploiement militaire n'a été déclenché. L'ultimatum de la CEDEAO pour un retour à l'ordre constitutionnel a expiré dimanche. Le Niger est calme, les populations vaquent à leurs occupations. Le pays est toujours sous la coupe des militaires à l'origine du coup d'État et Mohamed Bazoum, le président déchu, reste en détention. La CEDEAO n'a pas mis le feu aux poudres alors que la junte est adoubée par la rue. Si on les supporte aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont là pour notre intérêt. Ils font le combat pour notre intégrité, notre dignité et notre souveraineté. Si c'est le contraire, on ne va pas les laisser aussi. Parce que c'est nous la population, c'est nous qui décidons. Laisser le pays gérer sa souveraineté. Nous, c'est ce qu'on demande. On veut être libre, indépendant, comme ce que les textes ont dit. La liberté aussi, tout le monde de s'exprimer comme il veut. Et c'est ça le problème de la démocratie aujourd'hui. On ne permet pas à tout le monde de s'exprimer. Défiés par les nouveaux maîtres de Niamey, les dirigeants de la CEDEAO se retrouvent jeudi à Abuja. Italie, États-Unis et autres, les appels pour une issue diplomatique pleuvent. Dans le pays, cependant, les sentiments restent mitigés. Nous ne sommes pas inquiets parce que nous comptons sur notre armée. L'armée nigérienne, ce n'est pas une armée à négliger. Ce sont des gens responsables. On les connaît tous sur la communauté, à l'espace de l'Union africaine. On les connaît. Ce n'est pas des gens à négliger, vraiment. La junte en place à Niamey aurait demandé lundi à la délégation de la CEDEAO de revenir dans la capitale, selon le Premier ministre de Mohamed Bazoum. Retour au pays
aussi pour Juan Branco. Alors qu'il avait été arrêté à Dakar, l'avocat va être expulsé vers la France. Malgré un mandat d'arrêt contre lui, il était entré irrégulièrement au Sénégal il y a plusieurs jours pour participer à la défense de l'opposant Ousmane Sonko. C'est la fin d'un épisode qui a beaucoup fait parler au Sénégal. Juan Branco, pour le nommer, il est en ce moment entre les mains de la BIP, qui est une unité d'élite de la police. Et je salue le professionnalisme, le courage, le dévouement et l'engagement de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Malgré cette remise en liberté, le ministre assure que la procédure contre l'avocat français suivrait son cours. Juan Branco, qui a plusieurs fois critiqué le pouvoir sénégalais, a particulièrement suscité l'attention en juin après avoir annoncé une plainte en France contre le président sénégalais Macky Sall. De graves accusations ont été portées par Human Rights Watch à l'encontre de la police angolaise lundi. L'ONG accuse les forces de l'ordre d'avoir tué une quinzaine de militants hostiles au pouvoir depuis janvier 2023. Les forces de sécurité angolaises auraient aussi procédé à des centaines d'arrestations et détentions arbitraires, ajoute l'ONG, dans son étude qui se fonde sur des entretiens avec 32 personnes, dont des victimes, des témoins et des sources dans le milieu de la police. Dans un des nombreux cas rapportés dans le rapport, des hommes présentés comme appartenant à un service d'enquête criminelle auraient arrêté un groupe de jeunes hommes dont les corps ont été retrouvés 3 jours plus tard à la morgue d'un hôpital. Bien que le gouvernement ait cherché à améliorer le maintien de l'ordre, les poursuites contre les policiers coupables d'exactions sont rares, a précisé l'ONG, en incitant le gouvernement à enquêter au plus vite. Ces accusations interviennent alors que samedi, des milliers de manifestants ont appelé au départ du président Lourenço lors d'un rassemblement dans la capitale organisé par l'UNITA, le principal mouvement d'opposition du pays. La liberté sous peu pour Félicien Kabuga, le financier présumé du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, devrait être libéré d'urgence après qu'un tribunal l'a déclaré inapte à être jugé à La Haye, ont estimé des juges d'appel de l'ONU lundi. Des experts médicaux ayant conclu qu'il souffrait de démence sévère. Le procès, même via une procédure simplifiée, annoncée en juin par un tribunal spécial chargé des crimes de guerre, est considéré comme une erreur de droit. Félicien Kabuga, 88 ans, est accusé d'avoir financé la tristement célèbre Radio 1000 Collines qui appelait à la haine lors du génocide au Rwanda. Sa libération est une déception pour les victimes et les survivants du génocide, mais la justice ne peut être rendue qu'en organisant des procès équitables et menés dans le plein respect des droits de l'accusé, ont fait savoir les juges d'appel. Un souvenir triste remis au goût du jour ce lundi, l'explosion de l'ambassade américaine de Nairobi au Kenya le 7 août 1998. L'attentat revendiqué par Al-Qaïda avait fait 213 morts et plus de 5000 blessés. Lundi, familles de victimes et survivants ont renouvelé leur demande de compensation. Le consortium pense que les efforts attireront l'attention du monde sur la grande injustice et la pratique discriminatoire du gouvernement des États-Unis, qui n'a indemnisé que ses propres citoyens, ses employés et les entrepreneurs tierces qui ont été touchés par le bombardement. Pas facile donc d'oublier cette journée du 7 août 1998 où tout a basculé pour beaucoup. Les survivants attendent donc les indemnisations depuis un quart de siècle. Le Congrès américain est appelé à voter une loi irrélative. Cela n'a pas été facile, mais avec la grâce de Dieu, nous sommes ici depuis 25 ans. Nous n'avons pas été indemnisés, mais nous cherchons à l'être. L'argent ne peut pas compenser notre santé, ne peut pas compenser les blessures, mais il peut faciliter notre vie. C'est ce que nous recherchons.
La plupart des morts et des blessés étaient des passants ou des employés de bureaux dans des immeubles voisins de l'ambassade où 44 personnes, dont 12 Américains, avaient été tuées. C'est une victoire qui ouvre la porte à un nouveau mandat de Faustin Archange Touadéra, mais qui risque aussi de raviver les craintes d'une partie des Centrafricains qui l'accusent de vouloir rester président à vie. Selon les résultats provisoires, une majorité écrasante d'électeurs aurait voté en faveur d'une réforme de la Constitution. Environ 2 tiers des votants s'étaient déplacés pour l'occasion, selon le président de la commission électorale. Au regard de ce qui précède, le projet de la Constitution de la République centrafricaine soumis à référendum a recueilli la majorité absolue des votants avec 1 064 729 voix, soit 95,27%. Article 3. La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publié partout où besoin sera. Il faudra attendre le 27 août pour connaître les résultats définitifs de ce scrutin qui avait été boycotté par les principaux partis d'opposition, mais aussi par les organisations de la société civile et groupes armés rebelles. Taux de participation 61,10%. Suffrage valablement exprimé 1 117 553. Suffrages respectivement obtenus. Le oui, 1 064 729, soit 95,27%. Le non, 52 824 voix, soit 4,73%. La nouvelle constitution supprime la limite du nombre de mandats présidentiels et les prolonge de 5 à 7 ans. Désormais, aucun obstacle n'empêche le chef d'État de 66 ans de briguer la présidence une 3e fois en 2025. Dans cette forêt kenyane, depuis quelques jours, le silence paisible a laissé place à des bruits de tronçonneuses. L'interdiction d'exploiter du bois dans certaines forêts a été levée en juillet par le président William Ruto, une mesure dénoncée par les organisations de protection de l'environnement. Mais le gouvernement a assuré que cette décision ne concernait pas les forêts sauvages, mais uniquement les arbres arrivés à maturité dans les forêts plantées et gérées par l'État, qui représentent 6% des 2,49 millions d'hectares répertoriés. L'exploitation forestière n'a lieu que dans les forêts plantées, qui sont établies dans le but de récolter divers matériaux à base de bois arrivés à l'âge de rotation, c'est-à-dire une fois arrivés à maturité, afin d'en tirer le maximum de revenus. Nous ne procédons à aucune exploitation dans les forêts sauvages, les zones qui sont destinées à la protection et à la défense de l'environnement. La mesure vise à relancer un secteur qui emploie directement 50 000 personnes. Dans cette série, le patron se dit soulagé par cette mesure. Ces 5 dernières années, il a dû licencier et réduire l'activité de son entreprise. Les personnes que j'ai dû licencier lorsqu'elles ont appris que l'interdiction avait été levée m'ont appelé. Elles étaient tellement anxieuses et excitées, elles n'auraient jamais cru que cela puisse arriver à nouveau. L'interdiction avait été décrétée en février 2018, alors que les forêts du Kenya étaient défrichées au rythme de 5000 hectares par an, ce qui menaçait notamment les ressources en eau du pays. Les forêts ont commencé à se reconstituer, mais l'annonce de la levée de l'interdiction interroge. Les organisations écologistes accusent d'hypocrisie le chef de l'État, qui, durant la campagne présidentielle, avait promis de planter 15 milliards d'arbres d'ici 10 ans. En attendant, les professionnels de l'industrie du bois attendent que les affaires reviennent à la normale. Seuls ceux qui avaient une solution de repli ont réussi à s'en sortir. Les autres, jusqu'à présent, ne sont même pas allés dans la forêt pour enlever ce qu'ils avaient acheté, parce qu'ils n'arrivent pas à entretenir leurs machines ou leurs scies mécaniques. Mettre en place une structure après 5 ans n'est pas facile. Les opposants à la mesure ont obtenu un sursis. Un tribunal a suspendu pendant 14 jours la reprise de l'exploitation des forêts dans le pays, le temps d'examiner un recours le 14 août.